notre côté. Voilà, Ok. donc déjà bonjour. Pour Ouais, commencer, c'est bonjour, mieux. enchanté. Enchanté. Donc voilà, donc pour les personnes qui nous ont rejoint un petit peu sur le chat, donc on commence l'interview donc de Thomas Romain, voilà, qui est avec nous aujourd'hui directement depuis le Japon en plus. Tout à fait. Voilà. Là, Donc il est 9 heures du soir, là. ah oui, quand même, effectivement, oui, c'est un sacré décalage. Ouais, Donc 8 heures de décalage. voilà, voilà. Donc Thomas, Romain, donc je vais te présenter assez rapidement pour les personnes qui te connaissent pas forcément ou qui seraient comme Ouais, moi par exemple qui connaîtraient ton travail mais pas forcément la personne qui est derrière, ce qui arrive parfois. ok, ok. Donc tu as fait si jamais à un moment je me trompe, n'hésite pas à me recorriger hein, parce que j'ai mes notes Je te sous le nez corrige, mais pas de souci. donc tu as fait des études au Gobelin dans les années 2000, 2001 je crois, c'est ça exactement, si je C'est me ça, souviens, voilà. je suis sorti de Gobelin en 2000. Voilà, c'est ça. 2000, la formation d'animation traditionnelle en 2000. Après, j'ai fait un peu de 3D. Je suis sorti en 2001. J'ai commencé à Voilà. travailler donc en 2001. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, tu as travaillé sur pas mal de projets, on reviendra un petit peu en détail après dessus. Et tu es parti il y a déjà une dizaine d'années au Japon pour travailler là-bas. Ouais, bah ça fait même 15 ans puisque je suis parti en 15 ans. 2003. Ah oui, effectivement, oui, ça passe plus vite qu'on pense, hein. Tout Alors, à fait, ça passe vite. Ouais. ok. Donc voilà, et puis bon, bah aujourd'hui, tu as travaillé sur... Ah, alors il y a une légère coupure image, c'est normal, hein. Normalement, je sais pas si on m'entend toujours du coup ou pas. D'accord, c'est juste l'image qui a coupé. Ok. J'attends de voir si ça revient bien. Ok. Ok. Ça a l'air d'être bon. Ouais. Ok, nickel. Super. Merci Loïc. Donc voilà. Euh, je sais pas du coup si je peux commencer après, passer directement aux questions. Ou si je te laisse terminer de régler les détails techniques. Ok. Donc, j'aime beaucoup les petits galères techniques. On essaye Pas de de faire très souci, pas de discrètement. souci. Alors bon, on va commencer un petit peu quand même les quelques questions pour le moment. Donc au fur et à mesure, tu auras probablement des choses à nous montrer, si tout va bien, si on Oui, n'a ouais, pas de un petit galère peu, ouais. technique entre-temps. Donc on va commencer un petit peu avec le tout début de ta carrière en tant que créateur. Donc beaucoup de personnes peut-être connaîtront la série Oban Star Racer, qui a été peut-être Ouais. des gros projets, surtout où on a commencé vraiment à entendre parler de ton travail. Il y a eu d'autres choses avant, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup marqué. Euh, donc, Ouais. euh, Comment ça s'est un petit peu passé, l'évolution de ton travail en fait entre le tout premier projet, pour certains qui connaîtra, c'est ton implication en tout cas au début de la série Code Lyoko et Hmm. vraiment à la fin de la production de la série Urban Star Racer. Qu'est-ce qui a un petit peu évolué, que ce soit dans le style, dans ta façon de travailler, ce genre de choses-là. Donc ouais, en sortant de Gobelin, j'ai travaillé sur un projet de série donc, qui s'appelait Code Lyoko. Mhm. À l'époque, ça s'appelait pas encore Code Lyoko d'ailleurs, ça s'appelait Garage Kids. Oui. Et c'était un projet de série qui était inspiré du court-métrage qu'on avait fait à l'école avec mes camarades de classe. Mhm. La boîte de prod française qui s'appelait Antéfilm avait aimé vachement le style de notre petit court-métrage. Ils nous ont embauchés pour développer ces personnages sous forme de série. Donc on a planché sur le concept et c'est devenu Code Lyoko par la suite. D'accord. Donc ça, c'était un des projets sur lesquels je travaillais. Et en même temps, je travaillais avec une autre équipe sur le projet Oban, Mhm. Oban Star Racers, dans un cadre très très différent. C'est-à-dire que Code Lyoko, c'était pour une société française qui était déjà bien installée, qui avait l'habitude de produire des séries. Alors que Oban, c'était plus un groupe de potes idéalistes. On Mhm. bossait dans l'appart d'un d'entre nous. Oui. Il n'y avait pas de grosse structure derrière. Oui. Euh, les deux projets, alors j'ai réalisé avec les deux équipes de chaque côté, dans chaque société, c'était en 2001, Mhm. si je dis pas de bêtises. L'été 2001, deux courts-métrages qu'on appelle des pilotes. Oui.
C'est-à-dire que c'est pas des vrais épisodes pilotes parce que dans l'animation, on peut pas se permettre, ça coûte trop cher, on n'a pas les budgets de développement nécessaires Oui, pour c'est un fabriquer un budget. épisode complet. Ouais, c'est un budget déjà très très conséquent. Rien que même pour un pilote complet, ça Ça serait, coûte, ouais, ça coûte très l'animation, ça cher. coûte très Ça cher. coûte très très On peut cher. pas prendre la caméra et aller shooter des acteurs comme ça. Oui, Il c'est faut ça. tout dessiner, image par image. Ouais. Donc souvent, ce qu'on fait quand on lance des projets d'animation, c'est que pour montrer aux investisseurs, pour les séduire et pour les convaincre d'investir dans notre projet, on réalise un petit court-métrage. D'accord. Donc c'est ce qu'on a fait à l'époque avec 2 équipes différentes, donc Code Lyoko et Urban Star Racer. Les 2 projets, les 2 pilotes, les 2 épisodes, les 2 courts-métrages ont été bien appréciés par les chaînes de télé, les producteurs. Donc on a continué le développement de ces 2 projets. Et à un moment, il a fallu faire un choix parce que les 2, c'était en même temps et je ne pouvais pas être endosser un rôle important sur chacun d'entre eux. Et j'ai choisi Urban. Et donc j'ai laissé Code Lyoko à l'équipe en place et la société qui était déjà bien installée en France, Antefilm, qui avait déjà l'habitude de travailler avec des scénaristes, des réalisateurs et tout. Donc ils ont fait la série, ça a très bien marché, ils ont fait 4 saisons. Mais moi j'étais déjà plus là, quoi. Moi j'étais juste vraiment au début du projet Code Lyoko. Et après je suis parti bosser sur Urban. Pourquoi? Parce que Urban c'était un projet de rêve. Alors Code Lyoko a très bien marché et il n'y a pas de souci, mais pour moi, Urban, c'était le projet de rêve parce que ça voulait dire travailler avec des Japonais. Notre projet, Urban Star Racer, c'était un projet inspiré d'animation japonaise. Oui. Et on voulait la faire dans de bonnes conditions, dans les vraies conditions de production d'un dessin animé japonais. Et donc, tout le projet, c'était de créer des contacts avec des sociétés japonaises, des producteurs, pour réussir à les convaincre, les intéresser et en même temps convaincre les investisseurs français, les chaînes françaises, donc France 3 en l'occurrence, de nous laisser partir au Japon pour produire la série alors que ça fait des années qu'il n'y avait pas eu de production franco-japonaise, de coproduction franco-japonaise. Et pourquoi on a pu le faire aussi, c'est parce qu'on était justement 3 potes et on n'avait pas eu toute une société avec ses habitudes de travail, on était plus créatifs, plus libres. Et donc, on a pu imaginer un mode de fonctionnement totalement original et adapté à ce projet. D'accord. Donc, on est parti avec donc le producteur et co-réalisateur scénariste Savin Yetman-Eiffel et mon pote de promo de Gobelin Stanislas Brunet. Tous les 3, donc l'équipe centrale d'Urban, on est parti au Japon en 2003 pour aller faire cette série. Et aussi, pourquoi on voulait la faire au Japon, c'est que c'est pas seulement parce qu'on voulait être au Japon et parce que c'est cool d'être au Japon, c'est que évidemment les Japonais, ils font des séries télé depuis les années 60 qui produisent pour la plupart toutes sur leur sol. Il y a assez peu de sous-traitance, même s'il y en a de plus en plus maintenant. Alors qu'en France, quand on fait une série d'animation, notamment au début des années 2000, fin des années 90, à l'époque, donc il y a une vingtaine d'années, l'animation, en général, est sous-traitée à l'étranger. C'est très difficile de garder le contrôle. Oui. On fait la pré-production en France, c'est-à-dire on écrit les scénarios, on fait le storyboard, les designs, mais après, la production elle-même, on la sous-traite à l'étranger parce que c'est trop cher de la faire en France. Oui. Et moi, nous, on voulait pas bosser comme ça. On voulait bosser directement sur place avec les animateurs. On voulait que les gens soient impliqués dans le projet parce qu'on était persuadé que c'était la seule manière d'obtenir un résultat satisfaisant. Oui. Et en plus, avec les Japonais, ils font des séries pour la télé depuis les années 60. Ils ont une vraie expérience, une vraie efficacité. Ils savent aussi faire ce genre de séries SF épiques avec des émotions, avec de l'action. Ils savent les mettre en scène, ils savent les animer. Donc pour nous, c'était le top. Donc je me suis lancé dans le projet Urban. J'ai laissé Code Lyoko côté français, dans de bonnes mains à l'équipe qui s'en est chargée. Et on est parti vivre l'aventure japonaise à partir de 2003 avec Urban. C'est ça. Ce qui t'a permis du coup de pouvoir réaliser le projet de A à Z. Et puis vraiment, c'est vrai que dans des conditions vraiment idéales, en tout cas dans les conditions que toi tu espérais pouvoir faire. Voilà. Donc j'étais directeur artistique du projet, j'ai designé les personnages, j'ai fait plein de dessins pour développer l'univers, pour le superviser tous les épisodes. Et j'ai co-réalisé la série avec Savin, donc le co-réalisateur français, qui était le créateur du projet.
et une réalisatrice japonaise, Sayama-san. Mhm. Donc on était tous les trois, chacun apportant son expérience, et ça s'est super bien passé. Pendant 2 ans et demi, on était à fond là-dessus, et on a fait cette série. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé la production de la série une fois sur place? Est-ce que ça a vraiment, même si tu étais allé justement, on va dire, en connaissance de cause pour vraiment réaliser tel que tu le souhaitais la série, est-ce que ça a quand même pas été parfois assez déroutant la façon dont se passait Ouais, la production sur place ou ce genre de choses-là? C'est vrai que ça change quand même beaucoup entre, je suppose, la production en hum, France et la production au Japon. Comment ça s'est passé du coup tout à un petit fait. peu une fois que tu es arrivé sur place? Alors, je reviendrai par la suite aux différences, parce que Mm, mm. je préfère en parler après, mais en Oui. gros, j'aimerais après parler des différences entre comment on fait une série en France et Mm, au mm, Japon. mm. Mais là, juste sur les impressions que j'ai eues en arrivant, euh, ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu bizarre parce que les Japonais pensaient que on était juste des Français en touristes qui venaient là, et on voulait faire une série, mais on voulait pas, on voulait plus. Enfin, je pense qu'ils voulaient on voulait ils pensaient qu'ils voulaient. Non, attends, Ne t'inquiète je me pas. mélange là. En gros, ils nous disaient, OK, donc vous êtes là, on va faire la série. Donc vous pouvez aller visiter tel endroit. Là, ce coin-là, il est sympa. En gros, Oui, laissez-nous bosser, nous, on va faire la série. oui, c'est ça, Ils c'est n'ont un pas peu fait compris du qu'on voulait tourisme, quoi. s'impliquer dedans. Mm, Ils ont pas, mm, mm. je pense qu'à la base, ils ne savaient pas que des Français pouvaient travailler et faire de l'animation, quoi. Oui, je vois l'idée. Donc, on a mis quelques semaines à leur montrer que voilà, on Mhm, pouvait dessiner, on pouvait faire des storyboards, on pouvait faire des meetings pour parler des histoires et tout. Donc, il y a eu quelques mois de flottement comme ça qui étaient un petit peu tendus. Et une fois qu'il y a eu cette phase-là mhm, d'observation, c'est parti, et puis ça s'est bien passé, quoi. Il y a eu une bonne entente. Les gens, on était sur la même longueur d'onde, mhm. et c'était passionnant aussi parce que on a découvert la manière de travailler des Japonais qui est. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait vachement de temps, Oui. mais après c'est technique, mais ils ont une manière bien à eux de travailler, Mhm. différente de la manière française. Mais en même temps, nous, moi quand je suis parti, j'avais 26 ans, on était très jeunes et on n'avait quasiment aucune expérience de production sur une série française en Mhm. France. Donc je dirais on était un peu vierge, et donc c'était plus facile pour nous d'apprendre, de nous mettre dans le moule japonais Mhm. parce qu'on n'avait pas connu autre chose auparavant, Oui, c'est ça, vous ou aviez très pas peu. des automatismes déjà créés parce que vous auriez travaillé pendant très longtemps dans des Voilà. studios français, c'était un petit Je peu, pense vous que avez pris les automatismes une fois arrivé sur place, quoi. voilà, ça aurait été dur je pense, de switcher. Si on avait déjà eu Oui. l'habitude de travailler d'une certaine manière, Mm, ça mm. aurait été plus compliqué. Oui, je pense aussi, Donc effectivement. Ok. Donc du coup, depuis Aubane, tu as fait énormément de choses. Tu as travaillé sur plein de projets avec des studios très très différents. Est-ce que, plus ou moins rapidement, sur les sujets en tout cas qui t'intéressent le plus, tu pourrais nous ouais, raconter un petit peu ton parcours depuis? je vais vous montrer, pendant que je parle, je vais vous Mhm, montrer une petite vidéo, donc je vais faire un partage d'écran. mhm. Euh, Dis-moi si ça fonctionne. Normalement, Donc ça fonctionne. ouais, c'est un petit montage de Euh, différents projets Pousser sur la lesquels fenêtre j'ai Skype. travaillé. Ah oui, si tu pouvais juste enlever la fenêtre Skype parce que du coup on voit notre retour à nous, enfin ce que toi tu vois. Voilà, parfait, nickel. Donc voilà, donc je vais Mhm. mettre en pause parfois. Donc ça, c'est des Ouais, pas images de souci. d'Aubane. Mhm, Euh, donc la production a duré environ 2 ans et demi, mhm. jusqu'en 2006. Et après, moi, j'avais pas envie de rentrer en France. Oui. Entre-temps, je me suis marié. Le boulot, ça se passait bien. Les gens aimaient ce que je faisais. J'avais envie de continuer. Mhm, Donc j'ai continué à travailler au Japon. Et j'ai été embauché par un studio qui s'appelle Satellite, mhm. pour lequel j'ai travaillé. En fait, je travaille pour Satellite depuis une dizaine d'années. D'accord. Là, j'y suis toujours là. Et, mais être dans un studio, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de travailler que pour ce studio, parce qu'il y a beaucoup d'entraide entre les Mhm. studios. Donc, j'ai pu travailler aussi sur d'autres projets. D'accord. Donc là, par exemple, c'est une série qui s'appelle Aria, Mhm. qui a été faite par un autre studio, et j'ai travaillé sur les décors de cette série. C'est une série qui se passe dans un Venise futuriste. Mhm.
C'est bien parce que ça me Voilà, permet d'apprendre que tu as travaillé sur la série. J'avais beaucoup aimé la série, je savais pas que tu avais travaillé sur d'accord. les décors derrière, donc voilà. Ouais, ouais. Juste principalement sur l'OAV, il y avait donc Mhm. un épisode juste vendu en vidéo. Oui, J'étais principalement sur celui-là. d'accord, ok. Après, alors pourquoi il y a ça? Euh, d'accord, c'est pas exactement dans l'ordre. Ça, c'est une série satellite, ça s'appelle Aquarion et Vol, Mhm. une série créée par Shoji Kahamori. Oui, parce qu'il faut dire aussi, je reviens un peu sur moi. Satellite a été créé, enfin, Satellite n'a pas été créé par Shoji Kahamori, c'est un studio qui existait avant. Mhm. Shoji Kahamori l'a rejoint en cours de route. Kahamori, c'est un réalisateur très, très réputé, très connu au Japon, qui a commencé très jeune, alors qu'il avait à peine la vingtaine, en Effectivement. designant le Optimus Prime de la licence Transformers. C'est un méca Oui, oui. designer très connu, Mhm. donc un designer de robots très connu, qui est aussi le créateur de la saga Macross, qui est plus connu sous le nom de Robotech. Mhm. Enfin, Macross a été remonté en France et diffusé sous le nom de Robotech. Euh, Kawamori, c'est le pilier artistique du studio Satellite. Donc la plupart des séries originales qui sont produites à Satellite sont ses créations. D'accord. Et il m'a pris un peu sous son aile à partir de 2007. Et il m'a fait travailler sur plein de projets à lui, dont, donc là je vais rebasculer sur l'écran, dont Aquarion et Vol, une série de science-fiction sur laquelle j'ai travaillé sur des designs de décors principalement, Mhm. et quelques robots. Et on a aussi fait ensemble une série qui s'appelle Basquash. Donc là, je pose l'écran par moment hein, pour avoir Oui, le oui, temps de oui. parler. Mais... Alors ça, c'est une série qu'on a créée ensemble à partir d'une idée que j'avais. J'avais envie de mélanger le basket dans un univers un peu fou et science-fiction. Ce qui rend très bien. C'est vrai que Et donc c'est on a fait ça. assez original. Voilà, on a fait cette série-là ensemble et c'était vraiment génial parce que là, j'étais en charge vraiment de la direction artistique, des décors, des robots et Mhm. tout. Je reviens un peu en arrière. Et j'ai pu faire venir à l'époque au studio, j'ai monté une équipe de décorateurs français, on était une dizaine à travailler sur le projet. Ah oui, quand même. Il y avait vraiment un esprit de coproduction, même si ce n'était Mhm. pas une coproduction avec la France, parce on le faisait vraiment uniquement côté japonais. Mhm. Mais au niveau individuel, on a fait venir des artistes et on a travaillé ensemble sur ce projet. D'accord. Et c'était un peu trop tôt, je pense. C'était il y a 10 ans et Oui. je reviens encore un petit peu en arrière. Il n'y avait pas encore la diffusion, il n'y avait pas Netflix, Crunchyroll. C'est-à-dire que c'est une série qui n'a Mhm. pas pu être montrée à l'étranger. Ah, ce qui est Alors je pense dommage. qu'elle avait plus de potentiel à l'étranger qu'au Japon. Mm. Au C'est Japon, elle n'a pas possible. bien marché. Et je pense que le concept de robot et de basket, ça aurait bien marché au niveau Ouais, ouais, européen. C'est vrai qu'à l'époque, s'il y avait eu, comme tu dis, Crunchy ou ce genre de support-là, ça aurait pu aider. Ça aurait pu clairement aider. ouais, tout à fait. Donc après, d'autres projets, ça c'est une série qui se passe à Paris à la fin du 19e siècle, Mhm. qui s'appelle La croisée dans un labyrinthe étranger. Donc là, je me suis occupé pas mal de designer les décors aussi. Mhm. Symphogear, on en est à la saison 4 là, qui est une série d'action SF avec des filles en armure futuriste, avec beaucoup de concerts, de chansons et tout. Mhm. Ça marche bien. Ça, c'était Bodacious Space Pirates, une série SF encore. Il y a beaucoup de séries de SF à Oui. Satellite avec des vaisseaux spatiaux, avec des Mhm. robots. Donc, c'était pas forcément mon truc au début, Mhm. mais la AKB 0048, encore une série SF avec beaucoup de musique aussi. C'était pas forcément mon truc, mais en fait, en étant en studio au bout de plusieurs années, Mhm. j'ai pris un peu la main en fait, dessiner des décors de science-fiction, des Oui. robots, etc. J'ai appris beaucoup des gens qui m'entouraient, des designers japonais, Mhm. et puis j'ai fait mon petit trou dans ce domaine, quoi. Oui. Donc maintenant, on vient me chercher pour des designs de science-fiction, pour des designs de vaisseaux, etc. Ça, c'était un opening de jeu pour Capcom, un jeu qui n'est pas sorti en France, et où Ah. j'avais fait les décors, Mhm. X-Troopers.
Et alors, Space Dandy, c'est une série qui a eu pas mal de, qui a eu un petit retentissement en Occident parce que Oui, c'était la série, une série créée et réalisée par Shinichiro Watanabe, qui est le réalisateur de Cowboy Bebop. c'est ça, c'est bien, c'est ce qui me, au design, ça me disait quelque chose vaguement, donc Voilà. Et il n'avait pas fait de SF depuis Cowboy Bebop. ah oui, Et donc, ils m'ont demandé de designer les vaisseaux spatiaux dans cette série. ah oui, Donc, j'étais en charge de ça. Et du coup, ça m'a permis de me faire un peu plus connaître, Mm. notamment aux États-Unis. Oui, forcément, oui. Ça a dû avoir un succès déjà un petit peu plus étendu hors Japon, que ce soit Ouais, les tout à États-Unis, fait. l'Europe, oui, effectivement. Donc, voilà, ça c'était. Non, j'ai rebasculé sur moi. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, tu es Donc, toujours sur des ouais. projets en cours? Alors, en ce moment, je suis sur un projet qui s'appelle Cannon Busters Mhm. et qui est une coproduction avec les États-Unis. Je vais vous montrer une petite image. Je rebascule. Ok. Donc là, c'est un poster. Mhm. C'est une série créée par un créateur américain de ma génération qui s'appelle D'accord. LeSean Thomas, qui a beaucoup bossé aux États-Unis pour l'animation télé sur des séries d'action de super-héros, genre Spider-Man, Tortue Ninja, etc. Mhm. Et il a eu envie de créer une série d'animation originale. C'est un passionné d'animation japonaise et on a travaillé ensemble. On travaille ensemble depuis quelques années au développement de ce projet. Et la série a été choisie par Netflix. Elle est financée par Netflix et elle doit être diffusée, je crois, à partir de fin 2018 ou début 2019. D'accord. Et sur Cannon Buster, c'est un univers un peu. C'est SF, mais ça mélange un peu les genres. Il y a un côté un peu western, il y a un côté un peu Gainax aussi, avec de temps en temps Mhm. des robots géants, des trucs assez fun. Ouais. C'est un road movie en même temps, on va de ville en ville. Il y a un côté un peu RPG aussi, ouais. Il y a des régions avec des créatures différentes, Ah oui, etc. d'accord. L'univers est assez cool. Mm. Et là-dessus, je crée beaucoup de personnages. Je suis à la D'accord. création des personnages. Surtout sur les Donc, personnages, ouais. C'est-à-dire voilà. que j'ai fait énormément de décors Mhm. ces dernières années au Japon, Oui. parce que c'est extrêmement difficile pour des étrangers de travailler à la création de personnages. C'est extrêmement concurrentiel. Il y a Mhm. d'excellents caractère designers au Japon déjà, Oui. et qui sont hyper habitués au style qui est quand même assez particulier de l'animation Mm, mm, japonaise. mm, mm. Il y a tout un tas de codes graphiques, etc. Et le public japonais, dès que c'est un peu différent, il décroche. Le public japonais, vraiment, notamment le public de connaisseurs, les fans, les otaku d'animation, Mhm. ils sont hyper pointus sur le chara design. Ouais. Et c'est un milieu qui est extrêmement difficile à percer. Mm, Donc, mm. j'ai pas eu l'occasion de faire de chara design sur des projets japonais. C'est pour D'accord. ça que je me suis un peu rabattu sur tout ce qui est création d'univers, de décors, de vaisseaux et Mhm. tout. Ce qui est un domaine plus facile à aborder pour les étrangers, les Ouais. créateurs étrangers. Chara designer, c'est vraiment chasse gardée, quoi. C'est très très difficile. Mm. Mais quand c'est des projets comme ça, comme Oban, comme Cannon Buster, quand c'est des coproductions, il y en a de plus en plus maintenant, ou des Oui. projets qui sont destinés à un public étranger. Mhm. Là, il y a des ouvertures qui se créent, parce qu'on s'adresse plus au public 100% japonais, mais à un public international. Oui, donc. Et donc, pour des gens comme moi, c'est ce changement qui est en train de s'opérer là dans le secteur de l'animation japonaise, c'est vraiment riche en opportunités Ouais. de travail. Et ça va te permettre Donc de là, pouvoir faire plus de ouais, choses. Mm. voilà, on peut élargir un peu le spectre, les styles de dessin, avoir quelque chose de moins stéréotypé. Mhm. Même si la gamme de chara design japonais est finalement assez vaste, il y a quand même c'est quand même difficile d'arriver puis d'imposer son style. Il faut être hyper fort et puis vraiment avoir tout de suite un public qui va accrocher sur ses dessins. Et là, si on n'est pas japonais, c'est quand même super dur. Ouais. Voilà donc un peu ce que je fais en ce moment. J'ai aussi un projet de long métrage en développement, Mhm. mais c'est très difficile à monter. Ouais. Ça, c'est encore quelque chose qui est intéressant de dire, c'est que c'est très difficile de monter des projets d'animation originaux au Japon. Alors quand je dis Mm. originaux,
ça ne veut pas dire que c'est super original, j'ai jamais vu ça. Un Oui. projet original, ça veut dire, c'est-à-dire que c'est pas une adaptation de quelque chose. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été créé directement pour le médium d'animation. C'est-à-dire que c'est pas l'adaptation d'un manga, c'est pas Oui. l'adaptation d'un jeu vidéo ou d'un roman ou de je sais D'un pas quoi. film, ou voilà, c'est Et spécifiquement quelque chose d'original, des quoi. projets d'animation originaux, il y en a très peu au Japon, c'est peut-être 5%, parce que c'est des prises de risques importantes. Et les Japonais préfèrent adapter un manga qui a déjà touché sa cible, qui a déjà un Oui, public de fans. C'est vachement plus facile de rentrer dans son investissement parce qu'il y a déjà un public conquis. oui, Quand d'accord. tu crées un truc de nulle part, tu arrives à dire voilà, c'est mon dessin animé original. Il y a tout un travail à faire de promotion. Il faut que les gens. Déjà, tu n'es pas sûr que ça va plaire, l'idée va plaire, le style Oui, va plaire. Et après, il faut que les gens s'habituent. Et puis, quand la diffusion commence, euh, il y a énormément de concurrence déjà, parce qu'il y a plus de 200, je crois qu'il y a entre 200 et 300 séries qui sont produites chaque année au Japon. oui. C'est un Donc, chiffre énorme. avec déjà des séries attendues, avec des suites ou avec des adaptations de mangas qui ont vachement bien marché. Donc, arriver là-dedans, dans cette jungle, et tirer son épingle du jeu avec un projet neuf, très très difficile. Oui, Et les producteurs le savent bien, et donc euh, hésitent beaucoup. C'est difficile de trouver le financement pour lancer des projets d'animation originaux, Mm. contrairement à la France où c'est quand même plus facile. Donc ça, c'est un point un peu négatif d'être au Japon, c'est que pour travailler sur ses propres projets originaux, c'est vachement plus dur. Ouais. Et donc mon projet de film original, c'est assez dur. Donc pour l'instant, on continue à le développer, on cherche de l'argent, il y a des pistes et tout, mais bon, je ne sais pas encore si ça va se faire. Et on verra, je croise les doigts. Oui. On croise les doigts aussi. Je vois Ouais, que ouais. Loïc derrière croise les doigts aussi. On n'est pas les seuls. Donc du coup, comme tu disais, maintenant, tu as un travail entre guillemets plutôt fixe, en tout cas auprès au moins d'un studio. Après, comme tu dis, ça arrive que tu fasses des collaborations ailleurs, en dehors, avec d'autres studios, sur des Ouais. projets très 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 différents. À un moment, tu as parlé d'un terme qu'on avait aussi éventuellement suggéré de mettre dans l'intitulé, qui était mecha designer. Est-ce que tu pourrais en dire Ouais. un tout petit peu plus sur ce terme qui est en fait pas très connu en France parce que je ne crois pas Ouais. du tout qu'il est utilisé. Alors, mecha designer, tout simplement, ça veut dire c'est la personne qui va designer, concevoir tous les éléments mécaniques d'un dessin animé. Donc, quand on dit, donc mecha, c'est mécanique. Mhm. Donc, ça peut être des robots, des vaisseaux, des véhicules. Et parfois, ça va même jusqu'au design d'armes, que ça soit réaliste ou d'armes, des lasers, des fusils laser, des trucs. Tout ce qui est mécanique, science-fiction ou pas, ça peut être aussi, ça peut être dans le domaine de la fantasy, ça peut être une Mhm. espèce de grand dirigeable un peu à la Final Fantasy. Oui, Ça, on va demander aux méca designers de faire ça. C'est les gens qui sont spécialisés dans le design de. C'est pas des décors, c'est pas des personnages, c'est ces véhicules, c'est des engins un peu incroyables. mhm. Et donc, il y a quelques dizaines de designers qui font ça au Japon, qui sont assez demandés, parce qu'ils travaillent aussi souvent pour le jeu vidéo et pour l'animation, voire Mhm. même aussi pour certains projets de films de prise de vue réelle. Oui, Euh, et il y a pas ça en France. En fait, en France, le poste existe, mais ça s'appelle prop designer, c'est-à-dire que c'est le designer d'accessoires. d'accord. Donc, dans la production de dessins animés, on va demander à quelqu'un de faire des designs de voitures, Mhm. ou D'accord. d'objets. Voilà. Mais dans la production d'animation française, il y a peu de science-fiction. C'est Oui, rare d'avoir un dessin animé de c'est beaucoup plus science-fiction avec rare. des Mm. vaisseaux et tout. Oui, Ça peut arriver, mais dans ce cas, on demande à quelqu'un qui est bon dans le dessin de vaisseaux et tout, oui, ou de robots, de trucs, de le faire, mais c'est difficile, je pense. On ne peut pas travailler qu'à ce poste-là, enchaîner les séries. Il n'y a pas assez de projets oui. dans ce genre-là. C'est vrai que Alors c'est qu'au la Japon, science-fiction, on on peut n'a pas faire beaucoup. toute sa carrière. Mm. Pardon. Au Japon, on peut faire toute sa carrière dans ce domaine-là, on aura toujours du travail. Ouais. Effectivement, donc oui, c'est vrai qu'effectivement, la science-fiction, la fantasy, que ce soit en termes de dessin animé, même on avait abordé très rapidement, et films en prise de vue réelle, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Donc effectivement, ça Voilà, se comprend malheureusement. que, Ouais. ouais, malheureusement. Donc Et pour ma part, oui, je te coupe, oui, juste pour vas-y, ma vas-y. part, ça m'est arrivé d'occuper ce poste-là Mhm. sur Basquash, sur Space Dandy par exemple, mais je ne me considère pas vraiment comme mecha designer.
parce que je fais ça vraiment ça peut arriver de temps en temps, mais c'est pas ma spécialité, Mm. contrairement à d'autres personnes. Donc je préfère pas qu'on me désigne comme Comme méca un méga designer, parce qu'il y a des designer. gens qui sont bien plus spécialistes et meilleurs que moi là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai une approche assez originale, un peu personnelle quand je dois dessiner des mechas, donc j'ai un Mhm. style particulier. Je suis pas capable de tout faire, de faire tous les styles. Et puis j'aime bien faire autre chose aussi, les décors, les Mm, personnages. mm, Donc mm. j'ai une gamme plus large que juste mecha designer. Ouais, ok. Donc tout à l'heure, on avait abordé très rapidement le fait de parler un petit peu des différences entre les studios français et japonais. On t'avait envoyé un exemple, un petit peu tout ce qui peut être c'est quelque chose qui revient assez fréquemment en France, c'est les conditions assez difficiles des animateurs au Japon. Surtout ces Oui, dernières années, c'est vrai que c'est un sujet qui revient énormément, que ce soit dans les interviews ou même en règle générale sur Internet. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de toutes ces différences-là et comment ça se tout passe à fait. C'est des sujets qui sont passionnants. Il faudrait avoir une émission de 2 heures à y Oui, consacrer. j'aurais bien Moi, aimé, mais c'est un sujet qui me passionne. Je Mm, dirais que je suis à la limite encore plus passionné par les coulisses en fait du monde du travail au mhm, Japon, enfin du monde du travail dans l'animation au Japon que par l'œuvre elle-même. C'est oui, souvent encore plus intéressant quand Mm, on mm, mm, sait comment ça se passe derrière que juste en tant que spectateur voir le résultat final à mm, l'écran. mm, mm, mm. Euh, je vais pas pouvoir rentrer très en profondeur dans chaque Oui, domaine, mais j'ai listé en gros des catégories mhm, pour parler des différences entre France et Japon. La première, je pense tout simplement, et c'est pas propre au monde de l'animation japonaise, mais c'est propre à la société japonaise dans l'ensemble, mhm, c'est la place qu'occupe le travail dans la vie des gens au Japon. C'est une place beaucoup plus importante qu'en France. mhm. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont juste rien en dehors du travail dans leur vie. Et ça, Ah oui, c'est finalement assez fréquent. mhm. Et même si ces gens sont mariés et ont des enfants, c'est assez fréquent qu'ils délaissent totalement leur couple et leurs enfants et qui donnent complètement sa vie à leur entreprise et qui passent très peu de temps en famille à la maison et qui passent énormément de temps au travail. Et donc ça, c'est une Effectivement. chose. Et donc, dans le monde de l'animation, c'est pareil. Mhm, Voire même, c'est encore pire parce que comme c'est un métier passion, les gens vont encore chercher à se dépasser et à faire... parce qu'ils trouvent leur compte aussi, c'est pas juste un travail pénible. oui, C'est une passion et ils ont envie toujours de se dépasser, de réussir à faire des beaux décors, des belles animations, de créer des beaux projets. Donc ça peut aller très loin dans l'excès. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est le milieu de l'animation, contrairement à d'autres secteurs de la société japonaise, est un milieu qui est très, très mal régulé. mhm. Ils appellent ça au Japon Black Kigyo, c'est-à-dire Black c'est donc noir et Kigyo c'est l'industrie, enfin c'est le milieu. Donc il y a des règles dans le marché, des règles, des lois hein, la société japonaise Mhm. pour le nombre d'horaires, etc. Oui, Le nombre d'heures de travail, mais dans le milieu de l'animation, c'est pas du tout ces lois, la loi n'est pas du tout respectée, mhm. pas respectée et personne en fait ne fait de contrôle. C'est très rare. Ouais. Donc, donc c'est vraiment, on peut travailler 100 heures par semaine, personne ne vous dira rien, il y a pas d'heures supplémentaires, rien. Enfin, c'est complètement dérégulé. Et Mhm. donc, je dirais que c'est à chacun de savoir se réguler, de savoir de mettre la limite. Mhm. On a envie de se donner à fond, Ouais. on veut faire un beau projet. Il faut savoir où s'arrêter au niveau de la santé, voilà, au Oui. niveau de son équilibre aussi dans sa vie sociale, etc. Mm, mm, mm. Parce que la société, la boîte, l'entreprise euh, ne mettra pas va pas mettre de limite, quoi. Oui, elle va pas jouer le garde-fou. Mm, mm. Il y a l'expérience de gens qui vont qui vont pas rentrer chez eux pendant une semaine, par exemple, et dormir sur leur bureau. Des gens qui vont pouvoir enchaîner 2 nuits blanches pour pouvoir finir un boulot et tout. Ah oui. Et c'est même pas exceptionnel, ça peut être chaque semaine. Donc ça, c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Donc ça, c'est nous en tant qu'étrangers ici, je suis pas le seul, on est plusieurs. C'est des choses qu'on fait très peu, ou on fait très attention, ou en tout cas, je fais très attention à ça, à Mhm. pas me laisser déborder.
parce qu'on est aussi d'une autre culture, on n'a pas la même vision sur le monde, etc. Mais les Japonais qui ont une vision très réduite et qui sont juste dans leur petit monde, ils peuvent se laisser, ça peut aller assez loin. Et le plus loin étant la mort par excès de travail. Donc il y a un terme japonais pour ça. Et chaque année, on a des personnes qui meurent au travail, qui ne se relèvent pas de leur bureau parce qu'ils ont, après des années d'efforts et de manque de privation de sommeil, d'efforts extrêmes, ils font des attaques. Et ça arrive de temps en temps que des personnes dans ce milieu décèdent à cause de ça. Après, c'est vraiment l'opposé, la face la plus noire en fait du milieu du travail. Le côté positif, c'est que comme c'est dérégulé, il faut savoir se gérer soi-même. On peut venir à l'heure qu'on veut, partir à l'heure qu'on veut. On peut prendre 2 jours de repos si on a besoin, sans que personne nous dise rien. Tant que le travail est fait, on peut, ça roule, quoi. Donc, voilà, c'est un monde un peu à part de ce point de vue-là. Il faut faire attention. Troisième point, pour rentrer dans le secteur d'animation au Japon, on n'a pas besoin d'être autant formé que quand on veut travailler en France. En France, on a besoin de faire des écoles des études assez longues, faire plein d'écoles d'anime, d'art, pour avoir un niveau assez bon avant de pouvoir rentrer dans le milieu pour avoir un poste. Au Japon, on étudie beaucoup moins longtemps, on rentre beaucoup plus jeune dans les sociétés et après, on est formé sur place. D'accord. Il y a énormément de travail. Énormément de travail. Les gens cherchent sans arrêt des nouvelles personnes. Et donc, le niveau pour rentrer sur le marché du travail est finalement assez bas. La barre est assez basse. Donc, ce qui est cool parce que tout le monde peut avoir sa chance et tenter sa chance dans le secteur si les gens sont passionnés. La contrepartie, c'est que les conditions de travail sont très difficiles et les salaires sont très bas au début quand on commence. Donc, je pense que quand on commence, d'ailleurs, on ne peut pas gagner suffisamment pour payer son loyer et se nourrir. Donc, il faut soit être encore chez ses parents, soit habiter en coloc ou se débrouiller, ou avoir des économies. Puis, avant de pouvoir vivre de ce métier, en général, il peut se passer quelques années. D'accord. Mais bon, en France, d'une certaine manière, ou aux États-Unis, on a besoin d'étudier. Les études coûtent très cher, donc on s'endette aussi avant. Donc, il n'y a pas de système parfait. Le système japonais est comme ça. Ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage que je trouve, c'est quand même effectivement que la chance peut être donnée à tous. Quatrième point, entre la différence entre France et Japon, c'est qu'en France, on travaille sur un projet, on va rentrer dans une société, on travaille sur un seul projet en même temps, alors qu'au Japon, on travaille souvent sur plusieurs projets en même temps. Il y a énormément de séries et de films qui se font en même temps, et dans l'espace d'une semaine ou d'un mois, on va pouvoir travailler un jour sur un projet, un jour sur l'autre, une semaine sur un projet, une semaine sur l'autre. Quand on fait un plan, par exemple, il y a différentes phases de check avant de pouvoir continuer. Et donc, on va pouvoir commencer à faire une première phase sur un projet, après travailler un peu sur un autre projet, puis un autre projet, en attendant le retour du réalisateur pour pouvoir finir son travail, etc. Donc, du coup, c'est hyper stimulant, hyper dynamique. On n'est pas sur un seul projet, on peut être sur des projets très différents, dans des styles différents. Donc, c'est hyper excitant au niveau du travail, la variété en fait, des projets sur lesquels on peut travailler. D'accord. Cinquième point, comme je disais tout à l'heure, l'essentiel de la production est fait sur place. Il y a assez peu de sous-traitance, sauf sur les tâches vraiment simples de finalisation, de mise en couleur, de dessin, etc. Donc c'est hyper stimulant d'être dans un environnement avec beaucoup d'animateurs autour de soi, surtout qu'en plus quasiment tous les animateurs japonais vivent dans les mêmes quartiers de Tokyo, parce que toutes les sociétés sont localisées quasiment au même endroit. Donc il y a cette stimulation. Après évidemment, ça tout le monde l'a remarqué, l'animation française, l'animation japonaise, c'est pas les mêmes types de projets, c'est pas les mêmes publics. En France, c'est quand même essentiellement pour enfants, pour 8-12 ans ou preschool. Alors qu'au Japon, ça va cibler plus large, on a des séries pour un public plus âgé. Et donc, en termes de contenu, ça peut être excitant de bosser sur des séries plus action, avec un peu plus de suspense, ou un peu plus de violence, ou des thèmes un peu plus matures, etc. Pour des gens de ma génération, c'est cool de bosser sur ces projets-là, et pas que sur des trucs vraiment pour enfants très mignons, très jeunes. Ce qui peut être bien aussi, mais d'avoir... Là, on a encore plus de variété aussi dans le choix. C'est diversifié. Des projets, plus diversifiés.
Après, le gros point noir, c'est qu'il n'y a pas de CNC, il n'y a pas d'aide à la création. Le CNC, c'est le National de la cinématographie. Mm. C'est un organisme en France qui aide à financer des projets et à monter des projets, des créations originales et aussi à financer des courts-métrages. Donc on peut être un auteur en France et faire ses courts-métrages d'animation parce qu'il y a moyen de les financer. Au Japon, c'est impossible. Oui. Il y a le milieu du court-métrage et le milieu créatif, c'est vraiment très très réduit, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, tout le monde travaille dans l'industrie, dans le milieu professionnel, sur les séries, les projets qui marchent. Pour faire des choses indépendantes, quasiment impossible à financer, parce qu'il n'y a pas d'aide de l'État pour des démarches plus artistiques, plus créatives. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ton projet, justement, à la difficulté de faire quelque chose d'original et qui sort un petit peu du circuit vraiment professionnel des séries, etc. Il n'y a pas cet équivalent-là au Japon. Voilà. Et ou alors, il faut être Miyazaki, Makoto Shinkai, Hosoda. Donc, si tu arrives dans le top 5 comme ça des réalisateurs, là, tu peux faire tes films. Oui. Sinon, laisse tomber, quoi. Ouais. Voilà. Et dernier point, c'est un truc qui est très appréciable aussi, c'est qu'il y a une vraie communauté de fans d'animation japonaise. Des fans d'animation française, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même très très rare de trouver des gens qui connaissent tout en animation française, alors que des fans d'animation japonaise, il y en a partout dans le monde, il y en a plein au Japon. Et donc, en tant que créateur, c'est agréable de savoir que sa carrière est suivie, que les projets sur lesquels on travaille, c'est pas juste des enfants qui les regardent, mais il y a des connaisseurs, des gens qui se passionnent pour les personnages, pour les histoires, qui vont tweeter dessus, qui vont écrire des blogs, etc. Donc ça, c'est assez satisfaisant, c'est assez valorisant de travailler sur ces projets-là. Quand on sait qui suscite un tel enthousiasme auprès des fans, parce qu'il y a ce vrai public de fans. Okay. Voilà, donc ça, c'est un peu les... J'ai parlé vite, mais là, j'ai fait un peu le tour. On a essayé de faire le tour rapidement, parce que c'est vrai qu'effectivement, l'heure tourne rapidement, c'est un peu dommage. Ça, c'est un sujet sur lequel j'aurais bien voulu effectivement m'approfondir aussi, parce que c'est un sujet qui me passionne aussi, donc peut-être pour une prochaine fois, on ne sait pas. Ça fait un peu teasing dit comme ça, mais bon. Donc on va essayer de terminer un petit peu sur aujourd'hui, donc à parler, donc il y a un projet, alors je ne sais pas si on peut en parler assez rapidement, du site Foran-Suji Connection, j'essaye de pas trop écorcher, qui a été créé il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement quoi consiste le site et surtout, est-ce que tu as eu une implication particulière dans le projet ou quelle a été ton implication surtout dans le projet? Alors, très rapidement, donc Fransujin Connection, Fransujin, ça veut dire français en japonais, c'est-à-dire que c'est les personnes françaises. Et là, donc là, c'est la connexion, c'est la French Connection, quoi. C'est la connexion des Français au Japon. Donc, c'est une communauté, c'est nous en fait, c'est qu'on est 20, 25, 30 personnes, 30 Français qui travaillent dans l'animation française au Japon. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de suivre notre exemple, qui avaient envie de faire comme nous, mais que étant au Japon, nous on sait que c'est très dur et on sait qu'il y a énormément de barrières, de choses à savoir pour réussir à faire son trou là-dedans. Et donc, on a décidé de faire un site qui regroupe toutes les informations que les jeunes Français qui aimeraient venir travailler dans l'animation au Japon, toutes les informations vraiment qu'ils doivent savoir avant de venir. D'accord, ok. Donc, c'est un site qu'on a fait donc, entre nous. On a donc cette communauté française à Tokyo, là. C'est mon initiative. D'accord. Et je me suis principalement occupé de superviser le projet et d'écrire bon nombre d'articles. Et on essaie de parler de ça dès il y a une convention à Japan Expo, des choses comme ça. On a toujours un peu là depuis 2 ans, on a toujours l'occasion d'intervenir dans beaucoup de ce genre de conventions pour présenter les métiers d'animation japonais aux jeunes Français. Donc je vous recommande d'aller sur le site si ça vous intéresse. Il y a plein d'articles pour vraiment savoir. Là, j'ai un petit peu parlé brièvement tout à l'heure de commencer de travailler au Japon dans l'anime. Mais sur le site, il y a des articles qui détaillent encore mieux, en profondeur, tout ça, quoi. Ok. Et donc du coup, pour terminer un petit peu sur quelque chose qui du coup va être très différent de ton travail, il y a un an, tu as ouvert une chaîne, donc Drawing with My Kids. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept de cette chaîne? Ouais, alors
la chaîne YouTube, je l'ai Mhm. ouverte il y a 6 mois, mais le Oui, projet existe depuis un an. oui, voilà. C'est-à-dire que le projet est arrivé un petit peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai deux fils qui ont, ils ont quel âge maintenant? 8 ils ont 9 et 11 ans. Mhm. Il vient d'avoir 9 ans, là, le petit. 9 et 11 ans. Et j'ai remarqué qu'ils dessinaient et que leurs dessins étaient plutôt sympas. Et, euh, j'ai eu envie de. En fait, leurs dessins, tout simplement, m'ont inspiré. Mhm. J'ai trouvé certains de leurs dessins super originaux. Et moi, en tant que dessinateur, j'ai eu envie de les reproduire avec toute la technique que j'ai de dessinateur professionnel, en reprenant, donc en mettant en forme toutes leurs idées de forme, de couleurs, Mhm. avec un niveau technique de professionnel. Et donc j'ai mis ça sur Twitter, donc en comparant le dessin d'enfant et mon dessin. Mhm. Et ça a vachement bien marché, les gens ont adoré. Nous, de notre côté, les enfants, mes fils adorent voir le résultat de mes dessins inspirés de leurs idées. Moi, je prends vachement de plaisir à le faire aussi. Et c'est très inspirant et c'est très stimulant. Parce que Mhm. ça me force à trouver des solutions graphiques pour leurs idées. Puis ça me force à dessiner des trucs que j'ai pas forcément l'idée de faire par moi-même. Donc c'est un super projet. Mhm. J'ai commencé à faire ça. Après, j'ai créé une chaîne YouTube parce que je me filme en train de dessiner. Mhm. Donc alors, on va peut-être passer un extrait là. Oui, il y a Je me filme, ouais, je me filme en train de dessiner et Mhm. je monte après les vidéos pour expliquer aux gens comment je m'y prends, comment je réfléchis au design, comment je peins avec l'aquarelle et tout. Euh, et donc on fait ça. Il y a vachement de gens qui nous ont suivis sur YouTube. Mhm. Là, on est à, je crois, 180 000 abonnés Ah oui, en 6 mois. ah oui, effectivement. Ouais, ouais. C'est que ça Et a du succès. ça a du succès. Et puis là, j'en fais un par semaine. Mhm. Il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que donc lundi prochain, Ah. donc dans 3 jours là, Mhm. on va annoncer un livre. Voilà, D'accord. je travaille avec donc je peux pas encore, c'est lundi, donc je mettrai ça sur Twitter lundi. Et Oui, officiellement. je travaille avec un éditeur français. Mhm. Et lundi, on va annoncer le bouquin. On a une belle couverture déjà, c'est presque prêt, on va le sortir bientôt. Un recueil d'illustrations de ces dessins qui sera disponible partout en France dans un premier temps et après j'espère à l'étranger également. Ah bah, j'espère aussi. Alors du coup, il y a Loïc, je crois, qui a réussi à mettre à peu près la vidéo. Après, ah. Le PC apparemment qui est récalcitrant. Et donc Ouais, du coup, tu disais donc 180 000 abonnés à peu près. Donc pour l'instant, les retours sont quand même majoritairement très positifs. ouais, il y a des très très bons retours sur tous les réseaux sociaux et Mhm. puis le projet a vraiment buzzé et j'ai Oui. eu des demandes d'interviews et des, j'ai eu des demandes d'interviews venant de nombreux pays. Ah oui. Et il y a aussi plein de sites qui ont relayé ces dessins, vraiment dans tous les pays du monde. Mhm. États-Unis, Amérique du Sud, Russie, Corée, Japon, dans Ah les oui. pays arabes, Mhm. partout en Europe. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent ce projet de dessin. Ouais, je pense que ça a touché les gens, quoi. C'est-à-dire qu'il Mm. y a un côté dessin d'enfant qui parle à tout le monde. Mm, 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 mm. Les enfants aiment dessiner, tous les enfants dessinent, les gens se rappellent de leurs dessins d'enfants, etc. Donc Oui. ça touche un large public et en même temps les gens aussi adorent voir la différence, l'interprétation que j'ai faite de ces dessins Mm, 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 mm. et, et finalement je donne une forme Mm. plus aboutie en fait à l'imaginaire de mes enfants. C'est-à-dire Oui. que j'essaie de respecter au maximum vraiment leurs idées d'un point de vue visuel Mhm. et j'en donne une interprétation plus poussée. Mhm. Et non, c'est un projet hyper intéressant. Moi, là, je continue. Là, ça fait un an, mais euh, je continue régulièrement à faire de nouvelles images. Et donc, on va sortir le livre. YouTube, ça marche super. Donc Bah, ça roule c'est bien. Donc, je continue ça en parallèle à mes projets dans avec tous l'animation. tes projets. Mine de rien, ça fait quand même beaucoup de projets tout en même temps, hein. C'est c'est assez impressionnant. Mais Ouais, ouais, mais je suis, ouais, 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 bah, je suis passionné. mm, mm, mm.
Et puis, ouais, j'ai toujours envie d'aller de l'avant, de toucher plus de personnes, de faire des choses qui me plaisent. Et puis c'est vrai que Donc, non, c'est... des projets un petit peu comme celui-ci, comme tu disais, ça t'inspire. Donc peut-être aussi que ça peut, au fur et à mesure, influencer ton travail, entre guillemets, professionnel, puisque du coup, ça te peut-être pousse à faire des choses, voir des choses, ou comme tu disais, te prendre la tête Ouais, sur certains dessins qui te donneront peut-être des idées après. Donc c'est vrai que ouais, c'est très très c'est sympa. déjà le cas. C'est-à-dire que parmi les dessins que j'ai fait avec mes enfants, là, il y a Mhm, des petites choses, des petites idées de design maintenant que je me suis approprié et que j'ai tendance à refaire naturellement dans mon travail professionnel. mhm. Ça a enrichi ma créativité. D'accord. Alors j'essaye de voir. D'accord. Alors apparemment les D'accord, alors les visiteurs voient la vidéo, mais par contre le souci c'est qu'il n'arrive pas à faire de retour pour toi. Donc D'accord, il essaye comme il peut, mais pour l'instant apparemment ok, l'ordinateur a un petit peu du mal. Donc d'accord. là pour Non, bah l'instant, au niveau s'ils de la voient la vidéo, vidéo, c'est cool. ouais, voilà, Et au toi, tu la moins. vois ou pas? Moi je la vois, donc là du coup c'est la présentation du dessin donc de ton fils avec D'accord. d'où ça Ouais, vient au niveau de son imagination, tout ça, donc ok. voilà. Après bon, tu Je nous as vais, bien. ouais, ouais. Je vais me la mettre en même temps alors de ce côté-là pour. On est à 45 secondes, comme ça on pourra à peu près Ok, ok. terminer. Donc là, on le voit en train de dessiner, c'est ça? Mhm. Oui, c'est ça. Donc Donc ça, c'est là, mon fils Lunosuke qui a 11 ans là. Mhm. Donc il est à l'école primaire, à l'école japonaise. Mhm. Donc ma femme est japonaise, donc ils sont moitié français, moitié japonais. D'accord. Mais comme on vit au Japon, ils parlent quand même essentiellement japonais. Mhm. Et moi, j'essaie de leur parler un peu en français, de leur apprendre. Mais c'est quand même leur langue maternelle est le japonais. D'accord. Donc ils parlent japonais dans la vidéo et quand je parle dans la vidéo, je parle en français. Et puis Mhm. je mets des sous-titres en anglais. Donc c'est vraiment international. Ah oui, c'est complètement il y a toutes les langues qui se mélangent. Voilà. Les C'est gens assez fou. d'ailleurs, il y a des gens qui bug parfois quand sur mes commentaires YouTube, ils comprennent pas. Ils me disent, Mhm. attendez, il est français, mais je croyais qu'il était américain parce qu'il sait tous les sous-titres sont en anglais. Mais pourquoi ces enfants ils sont japonais? Je comprends pas. Ah oui, c'est Donc forcément voilà. ça peut perturber un petit peu pour les gens qui connaissent pas forcément. Et du Ouais, coup, mais je pense que à notre époque, maintenant, je pense qu'il faut s'affranchir un peu des Mhm. frontières. Et Ah oui, en tout cas, complètement. pour les artistes, faut pas hésiter à aller vivre à l'étranger, à vivre de nouvelles expériences, à mélanger les influences. Ah oui, Faut ouvrir un peu complètement. tout ça, faut faire exploser les étiquettes. Les Mhm. gens aussi, parfois, sont surpris de voir des étrangers qui travaillent dans le dessin animé au Japon, quoi. Mhm, Pour eux, le mhm. dessin animé japonais, si c'est pas fait par des Japonais, c'est pas un dessin animé Oui, c'est japonais, pas un tu vois. dessin animé. Ouais, alors Donc que. nous, on est en train de faire notre communauté, on est en train de faire exploser, on essaie de faire exploser un peu tous ces clichés. Mhm. Voilà, on peut aller travailler où on veut. Si on a du talent, on peut aller travailler à Hollywood, on peut aller travailler au Japon, n'importe où. Ouais. Si on est motivé, bosseur on sera toujours bien accueilli, quoi. Mm, mm. Tenter de nouvelles expériences. Donc là, on voit sur la vidéo, donc ça montre le passage où tu es en train de faire l'ancrage, si je me trompe Je suis pas. en train d'ancrer C'est le ça, voilà. dessin là, donc il y a tout un. Je traite vraiment les dessins de manière très sérieuse et avec différentes étapes. Je fais Oui. déjà des croquis, après je fais un dessin en crayon à papier, je Mhm, l'encre un peu comme un mangaka qui va ancrer ses planches. mhm, Donc je montre parfois des passages en temps réel, mais mhm. ça serait trop long de tout montrer parce que Oui. chaque dessin va me prendre entre 6 et 10 heures entre Mhm. les croquis et la mise en couleur finale. Ah, Donc ça serait effectivement. beaucoup trop long de tout montrer. Donc je montre en accéléré et puis parfois je fais des petits passages en temps réel pour que les gens se rendent un peu plus compte Du temps que de ça la prend. patience que ça prend. Faire un bon dessin, ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Ouais, C'est non. beaucoup de travail. Moi, Mm, ça mm, fait mm. 20 ans que je dessine et même après toutes ces années, j'ai encore besoin de bien réfléchir chacun de mes dessins, de préparer, de faire des croquis, etc. Donc là, on voit un peu la manière de peindre à l'aquarelle. Mhm. Le fait aussi de travailler à l'aquarelle, c'est quelque chose qui me motive sur le projet parce que au travail depuis quasiment le début, depuis ouais, depuis une quinzaine d'années, Mhm. toutes les mises en couleur que je fais, je les fais à l'ordinateur. Ah oui. Et là, sur ce projet, j'avais envie de retrouver un peu quand j'avais commencé à mes tout débuts, quand j'étais amateur Mhm. quand je commençais à dessiner, quand j'étais ado, Oui. j'avais pas encore d'ordinateur, je faisais ça à la main et tout.
Et j'avais envie de retrouver un peu cette sensation de dessiner à la main et aussi d'avoir un dessin physique à la fin. C'est pas Mhm. juste un fichier informatique, Oui. c'est un dessin, c'est une œuvre qui existe Oui, physiquement elle a un support. et Mm, il y a un plaisir particulier à avoir à avoir cet objet. mm, mm, mm. Et également, ça me change du travail. C'est-à-dire que j'avais pas envie Oui. le soir, je rentre du boulot, j'avance un peu sur ce projet-là. J'avais pas envie de retrouver exactement les mêmes sensations. Ouais. J'avais envie de changer de sensation dans le dessin. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette technique-là. D'accord. Et du coup, tu fais Après, toutes les couleurs sont à ouais, l'aquarelle ou toutes au les niveau couleurs des. sont à l'aquarelle. Ouais. D'accord. Ah oui. Donc C'est. là, je rajoute des ombres par-dessus pour donner un côté un petit peu plus en volume. Mhm. J'ai aussi un style particulier, c'est-à-dire que j'ai une manière d'utiliser l'aquarelle qui est finalement influencée par mon travail de designer dans l'animation. C'est-à-dire que Mhm. j'aime bien quand les ombres sont un peu tranchées. Oui. Tu sais, comme les dessins animés, quoi, Oui, oui, oui. les ombres sur le dessin animé. Oui, elles sont C'est assez difficile. marquées. Voilà, il y a des ombres assez marquées parce qu'on est obligé de travailler en couleur, en aplat de couleurs. Oui, bah oui. Et ça, c'est un rendu graphique que j'adore. Mhm. Et j'essaie de le retranscrire avec l'aquarelle. Donc, j'utilise toute mon expérience en fait de designer et de dessinateur dans l'animation Mhm. à travers ce nouveau médium qui est l'aquarelle, ce nouveau médium pour moi. Donc, bien que je débute à l'aquarelle, j'arrive à obtenir des résultats sympas parce Ah que oui. je mets à profit mon expérience en fait de dessin numérique en fait. Et c'est vrai que Donc voilà. c'est assez impressionnant en fait la vidéo, bon hormis le concept qui est très intéressant et vraiment super sympa, c'est que ça montre quand même que c'est énormément de travail. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors aujourd'hui ou en France, alors après je sais pas trop comment ça se passe au Japon, mais en France je vois que certains métiers comme des personnes qui sont dans le graphisme ou dans l'illustration subissent un petit peu souvent des réflexions de ah mais c'est pas grand chose. Si ça montre que c'est énormément de travail, énormément d'implication. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Euh, ouais, ben, je suis d'accord. Tous ces métiers de création sont des métiers très exigeants. Mm, mm. Euh, Certains peuvent avoir l'impression que c'est facile, mais même pour faire quelque chose de facile, en fait, Mhm. il aura fallu travailler, étudier pendant Oui. 5, 10 ans pour justement que ça devienne facile. Mm, Donc, mm. ouais. Voilà. Donc la Ok, donc vidéo la est vidéo est terminée. finie. Ouais, Et tout à fait. on a juste deux trois questions et comme on a eu quelques minutes de plus, on va pouvoir en Ok, profiter. Donc surtout, alors j'ai eu donc la dernière question qui peut éventuellement être intéressante puisque c'est la dernière qui a été posée. C'est donc quelqu'un qui demande bonjour, je me demandais si les studios prenaient facilement des stagiaires français et si oui, comment ça se passe. Merci et merci pour le live. ouais, ben, de rien. Donc ça, c'est une question auquel on répond sur notre site franceusinconnection.com. Bah voilà. On a un article sur les stages, Mhm, juste très brièvement. Donc, va voir l'article qui va te répondre en détail. Les stages au Japon, c'est quelque chose qui se fait pas trop culturellement. mhm, Donc, c'est assez dur. Mais malgré tout, on prend régulièrement des stagiaires parce que comme il y a de plus en plus de Français et d'étrangers aussi dans le secteur, mhm. c'est une pratique qu'on essaie de développer. Et donc, chaque année, je dirais qu'il y a des Français qui viennent en stage au Japon. Il y en a peut-être 5-6. D'accord. Ah oui, effectivement. Il n'y en a pas beaucoup, mais Mhm, c'est pas totalement impossible. Et non, mais par contre, les gens sont triés sur le volet. Faut être déjà vraiment dans une démarche, être dans une école d'anime, faire preuve déjà d'avoir. Faut faire preuve d'avoir un certain niveau et d'être vraiment hyper motivé par rapport au Japon. mhm. D'être déjà dans une démarche par rapport au Japon et si possible déjà de parler un peu japonais, quoi. Parce qu'on ne peut pas D'accord. travailler au Japon si on ne parle pas japonais. J'en ai pas parlé tout à Ouais. l'heure, mais c'est quand même assez indispensable. Oui, forcément. On a aussi une question, donc une personne qui est cachée derrière l'ordinateur, qui demande est-ce que tu arrives à ce que tes enfants ne découvrent le résultat de tes dessins qu'à la fin, lorsque tu fais les vidéos pour Drawing with My Ouais, Kids. ça dépend. Certains, en général, je travaille quand même le soir, donc souvent après qu'ils soient couchés. Mm. Donc ils ne me voient pas tout le temps en train de dessiner. Je leur montre parfois des étapes Mhm. d'un jour sur l'autre, parce que je travaille tous les soirs un petit peu, petit à petit. Mais souvent ils découvrent le résultat d'un coup à la fin.
D'accord. Et en général, j'essaie de les filmer à ce moment-là pour avoir leur réaction. Pour avoir leur réaction. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu à la fin de la vidéo, effectivement. Donc voilà. Ouais. Et donc pour la dernière question, vu qu'il nous reste tout pile 1 minute, c'était par rapport à la vidéo que tu as diffusée au tout début, qui retraçait un petit peu ton parcours, et quelqu'un demandait s'il y avait moyen de pouvoir revoir ou retrouver cette vidéo. Non. Au moins c'est honnête. Sauf si, ouais, non, parce que j'ai pas les droits en fait de ces. Ah. Je pense que j'étais même pas trop, j'avais peut-être même pas le droit de la montrer. Au Japon, les droits, les ayants droit sont extrêmement casse-pieds, pour être poli. Oui. C'est très difficile d'avoir le droit de montrer des choses. Il faut faire des contrats, des machins. Et là, comme c'est une vidéo qui montre des extraits de plein de projets différents, j'ai eu le droit de la faire pour la montrer. Je pense que c'était dans un événement à Los Angeles il y a 2-3 ans. Et donc là, j'en ai profité pour la ressortir. Mais non, la vidéo, j'ai pas le droit de la mettre en ligne comme ça. Donc c'était une exclue pour vous, rien qu'aujourd'hui. Par contre, vous pouvez aller voir des extraits des projets, je pense, voir les séries sur lesquelles j'ai travaillé. Il y en a, je pense, pas mal qui sont disponibles sur Crunchyroll, Netflix ou on en profite. Ou voir un peu. Voilà. On en profite parce que du coup, Loïc avait ramené un artbook sur ton travail, donc Lost in Anime, donc voilà, qui retrace 10 ans de travail. Voilà, exactement. Moi aussi, du coup, je le montre aussi. Voilà, où dedans, voilà, si ça vous intéresse et si vous en avez pas vu assez dans la vidéo et vu que les endroits c'est difficile, vous pourrez voir dans l'artbook du coup. Il n'est pas hyper facile à trouver parce qu'il n'est pas disponible trop en vente en ligne. Il est disponible sur le site de notre studio. Il y a une page en anglais. D'accord. Et c'est un livre assez dur à trouver. Ok. Mais sinon, je vous recommande. Donc, on va l'annoncer, comme je disais, la semaine prochaine. Mais le livre. Je sors le recueil de mes dessins que je fais avec mes enfants. Là. Et ça sera dispo en France très facilement. Dans les librairies et tout quoi. Donc si vous avez un livre à acheter, ça sera plutôt celui-ci, je pense. Plus facile. Bon, et on va devoir du coup rendre les micros maintenant. Donc merci beaucoup d'avoir été présent avec nous, de nous avoir donné plein d'informations super intéressantes. Et je note l'idée pour parler des différences entre les studios français et japonais. Peut-être un jour, ça peut être une discussion super intéressante. Voilà. Merci beaucoup à toi en tout cas. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Merci à tous. C'était super sympa. Donc j'espère qu'on pourra mettre ça. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Allez, ciao, au revoir.